voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison, mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'Arc-en-Ciel parce que l'Arc-en-Ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On m'a démontré qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. C'est une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que les reporters sans conservateurs, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la Guinée. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Bonjour et merci d'écouter Lynx FM 91.00. Bienvenue dans Œil de Lynx. Nous sommes lundi 14 novembre 2016. L'actualité sociale et politique en Guinée reste toujours dominée par la célébration de la semaine de la citoyenneté et de la paix et le débat autour de l'accord politique du 12 octobre. Concernant ce deuxième point, nombre de formations politiques ne se sont pas encore prononcées sur son contenu. C'est le cas du PDG-RDA, Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, du temps du parti unique, les luttes pour diriger les pouvoirs révolutionnaires locaux, PRL, devenus aujourd'hui des quartiers, considérés de véritables enjeux électoraux, même si, à l'époque, le parti confondu à l'État dirigeait l'ensemble des structures administratives. On n'hésitait pas à parler de démocratie populaire. Aujourd'hui encore, certains estiment que le mode de désignation des chefs de quartier et de district tel que proposé par l'accord du 12 octobre pourrait conduire à une même mise de deux partis politiques sur l'ensemble des 10 quartiers et districts. Pour parler de cette actualité, nous recevrons tout à l'heure M. Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. Dans l'actualité du jour, nous reviendrons sur cette défaite de buts à 1 du Sili national à domicile face aux léopards de la République démocratique du Congo RDC. Pour analyser cette rencontre, nous aurons en direct Amadou Djoulde Diallo, il est journaliste sportif. La technique assurée par Fatoumata Laila Bari et Mamadou Kone, à la réalisation Djaray Diallo ici, à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Œil de Lynx. Vous suivez Œil de Lynx en Zérécoré sur Zali FM, Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Pour être au cœur de l'actualité guinéenne, lisez www.guinédirect.org. Pour vous informer sur l'actualité guinéenne en temps réel, rendez-vous sur www.lesofa.info. Pour ne rien rater sur l'actualité de la Guinée, consultez www.africaguinée.com. Pour avoir des nouvelles de la Guinée profonde, visitez www.guinématin.com. Pour vos informations de première minute, lisez www.mediaguinée.com. guinédirect.org, lesofa.info, africaguinée.com, guinématin.com et mediaguinée.com sont des partenaires de l'émission Œil de Lynx et des sites d'information de référence sur la Guinée.
Vous écoutez Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Hey de Lynx tout à l'heure Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. Vous pouvez lui envoyer vos SMS au 669 900 911 et vos commentaires sur Facebook /Hey de Lynx FM. Mais avant, l'actu du jour en 20 minutes. Il est en ligne avec nous, Amadou Djoulbé Diallo, journaliste sportif. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, El Haj Amadou Djoulbé Diallo. Le signe national s'est incliné deux buts face à Conakry face aux Congolais, au Léopard du Congo. Qu'est-ce qui a manqué aux Guinéens? Qu'est-ce qui a manqué aux Guinéens pour pouvoir suivre la même concentration que celle qui a prévalu lors du premier mi-temps? Oui, je dis bonjour aux auditeurs de l'Ex-FM. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances au peuple ivoirien suite au décès du grand footballeur dynamiteur Laurent Pokou, décès survenu hier à Abidjan. Je viens d'avoir au téléphone Ouattara Ego, un des confrères de la presse ivoirienne. Le programme des obsèques, nous le saurons bientôt et j'espère que le AFIA 77, notamment Souleymane Chérif et Petit Sori qui sont de sa génération, des dispositions seront prises afin qu'ils puissent prendre part aux obsèques. Cela dit, je pense que le Syli national de Guinée a un problème de coaching. J'étais à Monastir. Monastir a été pratiquement, Conakry a été la copie conforme de Monastir. Parce qu'à Monastir, nous avons tenu les Tunisiens en échec pratiquement toute la première mi-temps, 0-0. Ben, on pensait qu'au retour des vestiaires, on aurait eu un Syli national pimpant et capable maintenant de faire la différence parce que bon, mentalement, elle était sortie quand même de la zone de feu. Malheureusement, nous prenons 2 buts, surtout le deuxième but sur une contre-attaque où tout le monde avait déménagé suite à un corner et la contre-attaque a mené le deuxième but. Hier, c'était encore, non seulement on jouait chez nous, mais poussé par notre public, mais on menait 1-0. Nous sommes rentrés au vestiaire avec 1-0. Au retour des vestiaires, panique générale, 2 buts en 2 minutes. Donc, or la deuxième mi-temps appartient aux entraîneurs. Cela est connu. Henri Kasperzak à Monastir, il a vu que c'est Las Bangoura qui était le danger guinéen. Eh ben, il a donné des consignes et puis on a bouclé Las Bangoura en deuxième mi-temps. Il n'a pas pu le ballon. Ibengue, l'entraîneur congolais justement, est venu à Monastir pour superviser le Syli national. Hier également, c'est un problème de coaching en deuxième mi-temps. Nous avons un problème. C'est vrai que nous n'avons pas de très très grands joueurs aujourd'hui. Cela, c'est une évidence parce que le football a quitté la rue pour aller à l'école et nous n'avons pas d'école de football ici. Nous sommes grandement en retard par rapport à cela et c'est regrettable. On ne peut pas prendre un joueur aujourd'hui dans la rue même s'il a les aptitudes de Pelé. Nous n'avons pas de centre de formation. C'est une question. Les joueurs que nous avons, c'est vrai qu'ils se sont battus d'eux-mêmes. Ils se sont trouvés les chemins pour se rendre en Europe, pour appartenir, évoluer dans des clubs parfois intermédiaires. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait que nous soyons en mesure d'avoir des centres de formation. Il faut qu'on soit à l'air du temps. Alors, vous avez parlé de problèmes de coaching. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui affirment que Kamfouri Lapé Bangoura n'est vraiment pas à la hauteur de Syli national? Affirmatif, je l'ai dit, justement, la deuxième mi-temps est une question de coaching. Las Bangoura bouclé parce qu'Henri Kasperzak, l'entraîneur tunisien, a compris que c'était lui le danger. En deuxième mi-temps, eh ben, nous avons pris de l'eau. Ici également, nous menons 1-0. En deuxième mi-temps, nous prenons 2 buts. La deuxième mi-temps appartient aux entraîneurs parce qu'ils auront eu la possibilité de faire la lecture de la première mi-temps et conséquemment adapter leur stratégie et leur tactique à la réalité du terrain, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous avons un problème. On ne paye pas les entraîneurs. Si nous voulons des entraîneurs de qualité, il faut payer. Même Lapé Bangoura se plaignait qu'il n'est pas encore payé. Lui-même, l'entraîneur local, et vous savez que Michel Dussière a accumulé des mois et des mois d'arriérés de salaire ici. Donc si nous voulons vraiment avoir la performance, il faut mettre la main à la poche, puisque l'État, on n'est pas plus pauvre que le Burkina et les autres pays qui prennent des entraîneurs. L'État, nous avons au moins les moyens. Je crois de nous trouver un entraîneur de qualité parce que souvenez-vous le Afia dont on parle, il y a la main de Boudaï. Moi j'étais à l'école primaire à Kindi à Morsir et il a été gardien de but, était attaquant. Il est venu ici, il a reconverti en entraîneur, plutôt en attaquant, après en défenseur.
il a reconverti plein de joueurs ici qui étaient à des postes nominaux. Il s'est dit que non, ils peuvent évoluer plutôt à tel poste qu'à un autre. Donc c'est un problème de salaire aussi. Nous ne voulons pas payer parce que nous sommes toujours à la remorque. Or, il y a de l'argent dans ce pays. Voyez un peu les immeubles qui poussent comme des champignons. Voyez un peu le parc automobile de la Guinée. Voyez un peu aller à l'aéroport. Voyez les Guinéens qui sont en première classe. Tout ça, c'est l'argent d'ici. Donc si nous n'avons pas la possibilité justement d'avoir le courage de prendre des entraîneurs de haut niveau, puisqu'on ne veut pas payer, simplement on veut faire les trucs facilement, ce n'est pas possible. Moi je suis la paix a encore à prendre, je pense que ce n'est pas l'entraîneur qu'il nous faut dans le contexte actuel par rapport à la réalité des autres entraîneurs. On me dira que Aliou Cissé est un local, on me dira que Ibengue c'est un local, mais local pour local, en ce moment je pense qu'il faut dévêtir Souleymane Chérif des postes qu'il occupe à Aura et lui donner l'équipe nationale, parce qu'aujourd'hui il est entraîneur CAF FIFA, c'est le meilleur que nous avons. La paix a beaucoup d'ambition, mais je pense que pour le moment il n'a pas les outils nécessaires, les rudiments nécessaires pour gérer une équipe nationale dans des compétitions aussi épiques que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Alors, pourquoi, à votre avis, le comité de normalisation a décidé de choisir Lapé Bangoura, alors qu'il y avait certains qui étaient considérés méritants, mais ils n'ont pas été pris? Ben, écoutez, moi je pense que tout ça c'est un peu du marchandage financier, parce qu'on ne veut pas payer. On avait Luis Fernandez ici. Il fallait pas prendre Luis Fernandez parce que tout le monde sait qu'il est consultant à Ben Sport et à RTL. Et voilà, donc on l'a pas pris. Tout ça, c'est des marchandages, parce que le problème de Luis Fernandez aussi, c'est une bande de copains qui mangent le pain dans le creux d'une même main, donc qui se retrouvent quelque part. On dit bon, c'est moi qui ai trouvé l'entraîneur. À ce moment, les commissions me reviennent parce que vous voulez soulager des petits copains qui sont en France et qui font des démarcheurs parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus rien, ils ne peuvent pas rentrer au pays, ils se font gaspo là-bas. C'est ça le problème. Fernandez, il fallait pas le prendre. Il y avait d'autres entraîneurs qui étaient là, qui sont des entraîneurs, parce qu'il y a non seulement être entraîneur, mais également avoir l'amour de l'Afrique. Vous voyez des entraîneurs comme les Harry Kasperzak, les Alain Giresse et autres, vous ne pouvez, les Claude Leroy, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas vivre en France. Ils sont obligés parce qu'ils ont la mentalité africaine maintenant. Paul Pot, l'entraîneur du Burkina qui a conduit le Burkina en finale, il était là, il est même venu à Paris 2 fois, il a fait le déplacement de Bruxelles pour Paris, pour rencontrer, disons, Antonio Soare Alego pour dire, donnez-moi le Sili national de Guinée. Si moi j'ai le Sili national, il y a plus de qualité et de talent en Guinée qu'au Burkina. Je vais en faire une mine d'or. Malheureusement, on a pris Luis Fernandez et après on a pris Lapé. C'était raccourci pour dire non, lui, comme c'est un local, on peut payer 10 000 euros et puis c'est fini, ou alors il peut attendre sans toucher son salaire pour qu'on règle les... c'est tout le problème. Ou on ne veut pas payer, ou on veut faire du marchandage. Donc, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Et le comité de normalisation aujourd'hui, j'entends dire en tout cas qu'il souhaite faire jouer à la montre, faire la rallonge pour aller jusqu'au mois de mai dans le seul but de gérer les phases finales des CAN juniors en Zambie et cadettes à Madagascar, alors que la FIFA a dit le délai date butoir pour la mise en place de la nouvelle fédération guinéenne de football, c'est en février. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui améliorer au niveau de cette équipe du Sili national? Bon, le Sili national, c'est un segment de l'ensemble de notre football. Il faut d'abord mettre un terme à cette transition où ça fait beaucoup de va-et-vient, de ceci, de cela. On est en phase transitoire. Il faut finir avec la phase transitoire, mettre la fédération guinéenne de football en place. Ça, c'est un. Essayer de mettre un comité interministériel. Il faut qu'on fasse attention. Le football, c'est une religion, c'est un phénomène social par excellence. La Guinée a toujours été un pays de défis. Je me souviens, ici, contre la SEC d'Abidjan, c'était avec le Laurent Pokou, justement, paix à son âme, quand on nous a battu à Boaké, Gaussou Diaby a dit le scandale de Boaké, c'était lui l'envoyé spécial, on nous a battu 3-0. Le président M. Touré a dit ici qu'un match c'était un aller et un retour. Nous avons gagné 5-0 à Conakry. Quand en 1976, le AFIA a perdu au complexe olympique de Cheraga à Alger la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, le président M. Touré a dit en 1977, la Coupe Kwame Nkrumah
sera en Guinée parce que Kwame Nkrumah est co-président de la République de Guinée. En 77, nous avons remporté pour la première fois le triplé continental des clubs champions. Il faut que ce défi-là demeure. Voyez les Congolais, ils sont venus, avion spécial, 75 personnes, ils finissent de jouer, ils reprennent leur avion, ils partent. Parce que le football est un agrégat de la nation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut revoir, il faut que le gouvernement sache que le football est une religion des temps modernes. Quand un phénomène peut mobiliser 50 000 personnes au-delà de l'ethnie, au-delà du clan, au-delà de la tribu, au-delà de la région, on doit faire attention parce qu'un déferlement humain de cette manière peut faire tomber une république. Il faut qu'on fasse attention. Monsieur Djoulé, ça tombe bien. Monsieur Mohamed Touré vous écoute attentivement dans cette... il est avec nous ici. Et puis, vous parliez tantôt du Afia Football Club qui avait fait la fierté de la Guinée. Et vous avez évoqué le président Sékou Touré qui qui s'intéressait à la vie de cette équipe. Alors, quel était le succès? Quel était le secret du football guinéen à l'époque? Et est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'aujourd'hui peut-être le président Condé ne s'intéresse pas, enfin, on n'entend pas du tout parler de l'équipe, est-ce que le football est aussi une affaire de président, du pouvoir, je veux dire? Je vous l'ai dit, le football aujourd'hui c'est l'échiquier sur lequel les nations et les peuples mesurent leur puissance. C'est une religion des temps modernes. C'est ce que je vous dis, 50 000 personnes, 100 000 personnes mobilisées pour un événement, c'est un phénomène social, il faut en tenir compte, il faut le gérer. Si on dit le Afia, on dit le Team National, on dit les balaises africains, on dit tout, c'est parce qu'il y avait une volonté, c'est parce qu'il y avait un État, c'est parce qu'il y avait une nation. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et il y avait ce patriotisme, il y avait ce nationalisme cet amour tyrannique qui faisait qu'on ne tenait pas, on voulait absolument que la Guinée gagne. Aujourd'hui, le Afia, on vous dira à l'internat, c'était un roulement des membres du gouvernement et du bureau politique national qui venaient justement, chacun, c'était la garde qu'on montait là-bas. Tous les jours, c'était un membre du bureau politique ou un membre du gouvernement qui était là. Le premier plan était envoyé par Mme André Touré, demandé au shérif et au Sori, et tout le monde faisait le tour. Voilà les problèmes. Mais aujourd'hui, c'est pas il y a une petite victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt, on se réfugie derrière et puis on dit non, la Guinée a gagné. La Guinée a gagné, mais sur la durée, nous avons fait quoi? Nous n'avons absolument rien fait. Il faut dire la vérité. Le football, le sport aujourd'hui et la culture ne sont pas des préoccupations de notre gouvernement. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Or, c'est un antidote à tout. La politique a dominé aujourd'hui ce pays, c'est la politique politicienne. On se préoccupe de ceci ou cela pour avoir un poste ou être maintenu à un poste pour avoir bien parlé de tel ou mal parlé de tel. C'est ce qui aujourd'hui est à la mode en Guinée. Il faut que on sorte de la politique et qu'on privilégie la culture et le sport parce que c'est ça la dynamique, c'est ça qui vend l'image de la Guinée. Ce n'est pas le président de la République à la télé ou l'opposition à la télé ou ceci, cela. C'est ce qui vend l'image de la Guinée, c'est le sport et la culture. Il faut qu'on revienne dernière question, oui. Djoudé. Est-ce que le FINI national, le Sili national, le FINI national peut espérer à une éventuelle qualification à la Coupe du Monde reçue 2018, puisque c'est la seule compétition au niveau international, en tout cas qui nous reste, puisque on n'ira pas au Gabon? Écoutez, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas possible. Parce que le chemin est tel, nous devons nous déplacer pour aller au Congo. Pour le match retour, nous devons accueillir la Tunisie, nous allons accueillir la Libye. Mais aujourd'hui, nous sommes à 0 point. La Libye, la Tunisie est à 6 points. Comment j'appelle la RDC Congo est à 6 points avec elle est première du groupe parce que au goal average, elle a plus marqué. Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas aller à la Coupe du Monde. Ça, ce n'est pas possible. Là, nous allons participer et continuer à jouer pour ne pas signer forfait, mais ce n'est pas possible. Mais en attendant, on peut mettre une commission interministérielle aujourd'hui qui va réfléchir sur le développement du football, comment créer des centres de formation. Si l'État ne peut pas, on met aujourd'hui un ministère partenariat public-privé. S'il est valable pour les mines, pourquoi il ne peut pas être valable pour le football? Voilà les questions, mais personne n'y réfléchit. On ne réfléchit qu'à la politique, on ne réfléchit qu'au comment de se maintenir ou d'avoir un poste. Le reste, ce n'est pas la préoccupation aujourd'hui de nos gouvernements et de nos gouvernants, ce n'est pas la préoccupation de quelqu'un. Et cela, ce n'est pas bon parce que c'est une bombe à retardement que nous avons entre nos mains. Alors, une question à une minute. Quelle devrait être alors la conséquence immédiate de l'échec de Sili national hier? Pour l'entraîneur surtout.
Oui, la conséquence immédiate, moi je dis, le comité de normalisation doit partir d'ici février. Comme la CAF l'a institué, nous mettons en place la Fédération guinéenne de football. Elle va réfléchir sur les moyens et les voies pour justement remettre notre football sur les rails et en même temps que le gouvernement puisse accompagner. Accompagner, c'est mettre, je l'ai dit, une commission intermédiaire, qu'on réfléchit, qu'on parvienne à des conclusions, mais tout cela n'est possible que si nous ramenons, nous envoyons notre football à l'école. Nous sommes en train de bâtir, aujourd'hui le béton Conakry a pris la Guinée, mais il n'y a pas de béton pour le football. Il n'y a rien, il y a aucun rudiment, il n'y a pas de terrain. Allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, moi qui vous dis, j'ai la fierté de dire que je connais les 33 préfectures de la Guinée. Mohamed Touré, qui est votre invité, sait que dans l'opération Gombia-Bia à l'université de Conakry, on s'est retrouvé dans le cargo de Air Guinée ici pour faire toute la Guinée avec des compétitions scolaires et universitaires à l'époque. Militants comme nous l'appelons affectueusement. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est abandonné. La préoccupation de tout le monde, c'est où je peux aller pour avoir 100 francs, 200 francs. C'est ça la préoccupation. Merci. Donc, il faut remettre la Fédération guinéenne de football en place. Merci Amadou Julde Diallo. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. À présent, nous revenons à notre invité Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Bonjour Monsieur Touré. Je vous dis bonjour et je dis bonjour à tous les auditeurs de Lynx FM. On va parler, pour commencer, sport. Vous avez écouté Julde. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le sport est délaissé dans ce pays? Je commencerai d'abord par dire bonjour à mon ami et frère Amadou Julde Diallo, qui n'a pas manqué de vous dire qu'il y a eu beaucoup d'actes que nous avons eu à faire ensemble en tant que jeunes Guinéens et à l'université guinéenne. Nous étions ensemble et c'était une équipe forte, déterminée à continuer à bâtir la nation. Et ça me fait plaisir que Amadou Julde reste aujourd'hui encore avec... militant du PDG RDA, en tout cas, militant certainement, mais reste avec cette volonté farouche de faire de la nation guinéenne et de la nation africaine une nation forte, indépendante et souveraine, par tous les canaux, y compris le football. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise grave. Et il a dit, il faut avoir le courage de le dénoncer. De le dénoncer. Aujourd'hui, la crise que nous traversons, c'est une crise d'identité. C'est une crise morale. Et nous, qui sommes les continuateurs de la révolution démocratique africaine, nous pensons qu'aujourd'hui, cette révolution doit se manifester davantage, s'intensifier dans le domaine... À travers le sport aussi, révolution sportive. À travers le sport, à travers tous les aspects de la vie nationale. À travers tous les aspects de la vie nationale. Il vous a dit, c'est des défis à relever. On se donne des objectifs. Et quand l'objectif est clairement situé, on crée l'organisation, il vous a dit, on manque d'organisation. Nous sommes dans une transition, et cette transition-là, ce n'est pas le football seulement. Oui. C'est-à-dire, la République même continue à être dans cet état de transition. Mais vous parlez de football, vous savez, tout commence à la base. Et quand vous voyez des pays comme la Côte d'Ivoire, comme la RD Congo, il y avait à l'origine, c'est-à-dire tout à fait au départ, il y a eu des infrastructures sportives qui ont favorisé l'émergence. En Guinée, aujourd'hui, on n'a que le stade du 28 septembre. Est-ce que, excusez-moi du terme, votre papa, oui, il aimait bien le football, mais est-ce qu'il n'avait pas pris le soin à l'époque de tenir compte du fait qu'il fallait des infrastructures à l'image de certains pays? Bon, d'accord. Vous ramenez les choses au PDG de 84. Oui, parce que Jules l'a dit. Pas de 84, de 58. 58, juste après les indépendances. Jusqu'en 84. 26 ans. 26 ans, toutes les infrastructures qu'il y a eu, dont on a hérité, ont été bâties pendant ces 26 ans, sur la base de plans de développement nationaux. Et Julde l'a dit, ces infrastructures, peut-être elles n'étaient pas des infrastructures au top
je ne sais pas, de la modernité ou du confort, mais c'était des infrastructures qui permettaient non seulement à Conakry, en fonction de l'évolution de la société guinéenne, mais aussi à l'intérieur de bâtir ce que nous avons bâti. Si nous avons eu les succès dans le football, parce qu'on parle de football, si nous avons eu les succès que nous avons eus, c'est parce que, justement, ces infrastructures ont existé, non seulement à l'intérieur du pays, mais à Conakry. Mais aussi parce que, sur le plan social, sur le plan culturel, ces infrastructures humaines ont existé. Il faut que nous disions la vérité. Il faut que nous nous organisions en nation, afin que ces défis nationaux soient relevés, un après l'autre. Et cela est une possibilité, cela est d'ailleurs un objectif. Et c'est pour ça, le Parti démocratique de Guinée, fort de son expérience de succès qu'on a voulu ternir avec l'histoire, c'est vrai. On montre des aspects qui ne sont pas réels. Et avec le temps, aujourd'hui, les révélations se font. Et on se rend bien compte que la volonté acharnée de créer et de maintenir cet État indépendant, libre, souverain et digne nous a conduit à une histoire. Et cette histoire, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer entièrement. Aujourd'hui, franchement, comme je vous l'ai dit, le défi à relever, c'est celui de la morale. Quand j'entends mon frère Djoulde dire, il faut cesser la politique pour faire la culture, pour faire, etc., etc. C'est vrai, mais c'est parce que l'acte politique est vilipendé aujourd'hui. L'acte politique est réduit à du n'importe quoi. L'acte politique n'est que mensonge, délation, tromperie, fourberie. Mais l'acte politique que nous connaissons. Vous faites l'autoflagellation, M. Touré. Je ne fais pas de... Non, je ne fais pas. Les temps ont évolué. Hein. Vous êtes politique. Mais vous parlez de temps évolué. Mais je suis politique. Mais seulement je ne fais pas de la politique de la délation. Je ne fais pas le mensonge du mensonge, mon instrument politique privilégié. Au contraire, je fais de la vérité, mon instrument politique. De toutes les façons, la politique, c'est la science des sciences. Il faut l'admettre. Mais seulement il faut faire de la politique qui corresponde aux enjeux réels, qui correspondent à ce que le peuple, à ce à quoi le peuple aspire réellement. Aujourd'hui, malheureusement, il faut l'admettre, nous sommes dans la confusion la plus totale. Nous mentons, les politiciens mentent, des hommes adultes, il faut le dire, qui viennent devant une assistante. Voilà. C'est sur quoi ils sont en train de mentir? Et qui a menti? Voilà, exactement. Ils mentent sur tout. La dernière fois, le dernier exemple que je vais vous donner, c'est cette histoire de, comment on appelle, de truc politique. La semaine de la citoyenneté. La semaine de la citoyenneté. La semaine de la citoyenneté, on en parlera. Okay. Mais je parle plus de l'alliance, du dialogue politique qui a abouti à un accord. L'accord politique. Cet accord politique, qu'est-ce qu'il nous dit? En réalité, qu'est-ce que c'est? Le pays est pris en otage par une classe de bureaucrates. Aujourd'hui, il est évident, puisque toute chose retourne à son origine, vous voyez bien que nos politiques sont des fonctionnaires, sont des bureaucrates, puisqu'ils sont en train d'être fonctionnalisés à nouveau. Il y en a qui sont devenus des grands conseillers, je ne sais pas comment les titres. Vous voulez dire le haut représentant? Tous sont hauts, ils sont hauts quelque chose. Certains disent que l'autre, ils sont hauts quelque chose. Le haut collaborateur, le haut partenaire. En tout cas, ils sont hauts quelque chose, mais ils sont tous finalement devenus des fonctionnaires. Parce qu'ils ont commencé par être des fonctionnaires. C'est ça la réalité. Donc, cette classe bureaucratique s'est emparée de l'appareil de l'État. Il en a fait sa chose. Et il a exclu le peuple de la gestion. Complètement. Non, le peuple avec eux, parce qu'ils ont, c'est deux partis majoritaires quand même. Oui, mais c'est les partis qui ont le maximum de Guinéens. Le maximum de Guinéens, ça, ce n'est pas le peuple de Guinée. Quand
ce maximum de population est réuni sur la base de l'ethnie, de la région, ségrégationniste, et de façon à ce que, n'est-ce pas, il y ait même des dangers par rapport à la nation. Je ne dis pas que c'est le peuple de Guinée. Je dis que c'est vrai, c'est un attroupement de personnes, c'est un groupe de personnes important parce que de toutes les façons, aujourd'hui, ils déterminent plus ou moins la vie politique de notre pays, mais c'est pour ça, justement, que cette vie politique est en crise. Il faut le dénoncer, et il faut le dénoncer avec... Avec nous dans de Lynx Mohamed Touré, le secrétaire général du PDG RDA. Nous marquons une courte pause, on se retrouve juste après pour continuer notamment le débat sur cet accord politique du 12 octobre, la semaine de la citoyenneté, et pourquoi pas parler de la réconciliation nationale en Guinée. Œil de Lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Vous écoutez Lynx FM 91.00. Nous recevons comme invité dans Œil de Lynx Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Aboubakar. Alors, vous étiez en train d'expliquer, de parler de cette décadence, je prends votre mot, des mœurs sur le plan politique, économique, social, culturel en Guinée. Quelles sont, à l'horizon, quelles sont les conséquences d'une telle attitude? Oui, en réalité, décadence, c'est vrai. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles la nation guinéenne s'est fondée, l'honneur, la dignité, la vérité, sont des valeurs aujourd'hui récalées par ceux-mêmes qui sont au sommet de l'ordre politique. On ment. Vous voyez des gens qui sont des grands-pères. Qui a menti? Et où? Mais oui, tout le monde, tous les Guinéens ne mentent pas quand même. Tout le monde, non, mais c'est la tendance principale, c'est la tendance qui gouverne aujourd'hui. On ment. Et ceux qui mentent, ils sont conscients que c'est un mensonge qu'ils portent, mais puisque dans l'immédiat, ça satisfait leurs besoins, ils acceptent de mentir. Ceux qui écoutent savent que ce qui leur est dit est faux, mais ils écoutent quand même et ils acquiescent. Alors donc nous sommes un peu dans cette culture du faux. Il faut qu'on en sorte. Et pour qu'on en sorte, il faut qu'on le voie et qu'on le dénonce. Et c'est ce que le PDG a toujours fait, puisque le PDG est le parti de la vérité, en tout cas de la vérité du peuple de Guinée, et le PDG le fait. Alors peut-être on va revenir à l'actualité locale, Monsieur Touré. Oui. Il y a eu cette semaine de la citoyenneté et de la paix qui s'est achevée la semaine passée. Alors qu'est-ce que cela vous a inspiré en tant que PDG? Bon, semaine de la citoyenneté, c'est très bon. C'est un début. En tout cas, théoriquement, il y a eu quelque chose qui a été fait. Mais écoutez, je suis citoyen guinéen. Vous êtes citoyen guinéen. La bonne femme qui se lève à 3h30 du matin, à 4h du matin, pose rapidement sa poêle sur le feu, chauffe des beignets pour les amener au marché, les revendre afin de pouvoir avoir la sauce du jour pour ses enfants, est citoyenne guinéenne. Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les ministres, que le président de la République et que tous les députés également. Le jeune qui n'arrive pas à aller à l'école parce que ses parents n'arrivent pas à payer sa scolarité est un citoyen guinéen. Il a tous les droits et tous les devoirs que tous les autres citoyens guinéens ont. Bon. Mais les droits et les devoirs, le citoyen, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la République. Et la République, elle est encadrée par quoi? Par la Constitution. N'est-ce pas? D'abord, premièrement,
cette constitution est une constitution, même si elle est légale, parce qu'il faut bien qu'il y ait un cadre légal pour qu'on évolue, elle manque de légitimité puisqu'elle n'a pas été approuvée par le peuple. On sait que c'est une constitution prise en catimini, qui a été ratifiée et signée par le CNT pour la période de transition. C'est pour ça, quand il parlait de transition, j'ai fait le bond et j'ai dit, nous sommes toujours en transition pratiquement. Cette constitution de la transition a été entérinée par la signature du président de la transition à l'époque, le général Sekouba. C'est cette transition qui gouverne aujourd'hui. Mais après qu'elle a été rédigée par les représentants. Les représentants de quoi? Le CNT, enfin, c'est des groupes d'ONG, de par-ci par-là. Bon, d'accord. Mais à partir du moment où elle a été rédigée, elle doit être acceptée avant sa promulgation par les populations entièrement du pays. Mais comment elle va être acceptée quand nous ne savons même pas ce qui est dans la Constitution? Je suis un leader politique. Peut-être, j'ai été à l'école. Peut-être. Et ça aussi peut-être, puisque le langage est si savant, il est si légaliste, qu'il faut être vraiment un spécialiste pour connaître toutes les variantes et tous les trucs du texte de constitution. Bon, moi, je peux le lire, mais je ne dis même pas que je le connais, moi. Je la connais, la constitution. À plus forte raison, la bonne femme dont je parlais tout à l'heure. À plus forte raison, le paysan de Télémélé. Alors, l'acte citoyen doit être quoi? C'est de dire, voilà la trame de ta République, toi, citoyen. Voilà ce à quoi tu obéis. Voilà les règles, voilà le cadre dans lequel tu obéis. Voilà quelles sont tes prérogatives dans ce cadre-là. Et voilà quels sont tes devoirs par rapport à cette nation, par rapport à cette République. C'est le premier acte. Il faut que tous les citoyens guinéens soient imprégnés de leur République. Qu'ils se l'approprient. À partir de ce moment, nous pouvons parler de semaine citoyenne. Si la semaine citoyenne consistait à traduire cette constitution, parce que, à défaut de faire une nouvelle constitution, de la faire accepter par référendum, au moins la traduire dans nos langues nationales, parce que, en réalité, nous avons une tradition plus orale qu'écrite. Nous lisons, nous écoutons plus que nous n'écrivons ou nous ne lisions. En général, dans ces conditions, traduisons les textes fondamentaux de la nation pour que tous les citoyens soient largement imprégnés de ce qu'il y a. Au lieu de, et je rebondis sur l'accord politique, au lieu de se réunir encore en prétendant être des représentants, puisque nous savons comment cette représentation a été. Le PDG a été candidat aux législatives. Et n'a rien obtenu comme siège, en tout cas. Mais oui, mais pourquoi? Parce que nous avons été carrément supprimés. Par qui? Mais par qui? Dites-le, oui. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui organise les élections en Guinée. Non, c'est pas là. Alors qui? Indépendance. Oui. Vous parlez d'indépendance? Quelle est l'institution qui est indépendante? C'est la dénomination, la commission électorale. Je parlais de la commission électorale nationale indépendante qui organise les élections et le référendum en Guinée. Supposément. Tout le monde l'organise. Et qui vous a écrasé alors? Qui vous a écarté? On ne nous a pas écrasé. On nous a, si vous voulez utiliser ce terme-là. Non, je retire le mot. Qui vous a écarté? Parce que nous sommes dans une alliance. Et même dans l'alliance, des voix du PDG ont été prises du PDG pour les mettre avec les partis qui sont supposément alliés à nous. Le RPG arc-en-ciel. Mais votre allié, vous voulez accuser le RPG arc-en-ciel. Mais nous accusons le système. Le système. Nous accusons le système. Le RPG arc-en-ciel fait partie. Les autres partis font partie de ce système. Nous nous opposons à ce système. Je vous ai dit tout à l'heure. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une classe bureaucrate qui s'est emparée et accaparée du pouvoir et
qui, pour satisfaire ses besoins, c'est un peu trop dire, parce qu'ils prennent plus que leurs besoins ne sont couverts, pour satisfaire leurs intérêts. Pour satisfaire leurs intérêts, s'accaparent de l'État. Ah, pourtant, beaucoup d'observateurs, que ce soit politiques, de la société civile et même des personnes qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, ont salué ce dialogue politique interguinéen. Ils ont salué ce rapprochement entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo parce que selon eux, ça permet un peu de d'extirper la situation sociale et politique. Oui, c'est vrai. Je salue aussi que des frères se donnent la main. Je salue que les tensions se rabaissent. On ne peut pas être contre ça. Je le salue. Mais pour combien de temps? Est-ce que fondamentalement les problèmes sont réglés? Nous parlons d'un système. Il est évident que quand des voix se lèvent à la base, il y a des élections au niveau communal, communautaire, qui sont prévues. Des voix se lèvent dans les différents partis pour dire « Ah, moi, je veux présenter ma candidature, même si je suis du parti, je serai indépendant. » Donc, en fait, le système est remis en cause quelque part. Quand il y a des jeunes de l'intérieur, de plusieurs préfectures, qui disent « Ah, nous ne votons même plus sur les lignes de partis politiques. » Ça veut dire que quelque part, il y a une contestation à l'interne contre le système. C'est une réalité. Et nous préférons être du côté de ceux qui contestent ce système-là. Et que maintenant, en prenant en compte cette contestation, les leaders, je mets toujours entre guillemets, les leaders qui sont aujourd'hui en vue et qui conservent le système, qui veulent conserver le système, se donnent la main pour trouver des superfuges afin d'interdire aux citoyens guinéens son vote. Alors là, ça devient un problème. Mais vous êtes pour protéger le système. Mais vous êtes membre de ce système parce que vous avez un ministre quand même dans ce gouvernement. Vous aviez eu un ministre. Et Teluel est militant du PDG RDA, il a été membre de ce système que vous êtes en train de critiquer. Donc, ça veut dire que le PDG RDA est comptable. Et le PDG avait soutenu Alpha Condé. Écoutez, le PDG a soutenu la candidature du professeur Alpha Condé. Et le PDG n'a rien à regretter à ce qu'il a fait. Le PDG est toujours en harmonie avec le peuple de Guinée. Nous ne nous définissons pas par rapport à des individus. Nous nous définissons par rapport à la tendance majoritaire de la nation guinéenne. Il s'est prouvé que la tendance majoritaire de la nation guinéenne était en harmonie, ou que le PDG en tout cas était en harmonie avec la tendance majoritaire de la nation guinéenne. Comme toujours. Comme toujours. Et donc, c'est vrai que nous avons soutenu la candidature du professeur Alpha Condé. C'est vrai que nous sommes rentrés en rapport, en relation avec le RPG qui était présidé, ou qui d'ailleurs semble être encore présidé par le président Alpha Condé. Ça, c'est une réalité. Mais dans l'évolution de nos relations, demandez bien, le PDG a été fidèle, non seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit de cet accord-là. Par contre, nous ne dirons pas la même chose de tout le monde. Ceci dit, vous disiez que nous avions une présence... Écoutez, le camarade Bailo Telivel est un digne camarade du Parti démocratique de Guinée. Membre du comité central. Et je dirais même une éminence grise, puisque il est celui qui, aujourd'hui, est le plus affûté dans le sens de la critique de la doctrine du PDG. Pas en termes de critique négative, mais en termes de critique qui permettent la progression de cette pensée, la progression de cette doctrine. C'est vrai, il a été pris dans le gouvernement du professeur Alpha Condé, mais il a été pris en tant que cadre, en tant que membre de la société civile, mais pas par rapport au PDG. C'est pas le PDG qui l'a désigné, qui a été consulté. Non, le PDG ne l'a pas désigné, le PDG n'a pas été consulté. Donc quand vous nous dites que nous avons partagé la gestion quelque part, c'est un peu trop nous
mettre sur le crâne, parce que de toutes les façons, cette gestion a été faite. Nous accompagnons plus ou moins, mais nous ne sommes à rien liés à la gestion de la chose publique guinéenne. Avec nous dans de l'instant, de Touré, secrétaire général du PDGRDA. En vous écoutant tout à l'heure, on se rend compte, en tout cas, à moins que nous nous trompions, que vous ne soutenez pas du tout cette idée de désignation qui a été proposée pour les chefs de district et de quartier par rapport à l'accord du 12 octobre 2016. Comment vous pouvez imaginer que le PDG, qui a démocratisé la société guinéenne depuis 57, c'est par cet acte de démocratisation de la société guinéenne, c'est-à-dire casser les chefs de village, les chefs de canton et les chefs pour avoir des élus à tous les niveaux de décision politique. En 57, c'est le PDG qui l'a fait. Comment vous voulez que ce PDG, aujourd'hui, combien d'années après, participe à cette régression démocratique? Non, nous ne le concevons pas. Nous pensons que, comme le disait Julde tout à l'heure, il y a des défis à relever. Mais les défis ne signifient pas éviter ou se cacher derrière un roc parce que les populations vont, etc. Non, il faut aller. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est notre conception. Mais comment voulez-vous que le peuple exerce son pouvoir quand on lui interdit déjà de désigner, de voter pour de choisir ses représentants immédiats à la base, oui. Mais le vote du temps, nous n'étions pas assez. Mais le temps du PRL, le pouvoir révolutionnaire local, c'était un vote par alignement. On s'alignait derrière le maire du PRL. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça en 2016 ou 2017? Ce n'est pas un vote normal, ce n'est pas un vote légal. C'est d'ailleurs le plus transparent des votes. Mais comment il s'est préparé? Parce que j'imagine que c'est la finalité. Est-ce qu'il y avait pas... S'il y a 1000 candidats, supposons, il y a un quartier, il y a 100 candidats pour le quartier. Mais les candidats se présentent, les membres du quartier, les citoyens du quartier votent pour eux, et celui qui a le plus grand nombre de votes est celui qui remporte. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de lobby. C'est aussi simple que ça. Il y avait pas... En politique, il y a toujours pression, il y a toujours lobby. Le PDG, c'était le parti en politique, il y a toujours pression, il y a toujours lobby. Vous allez dans votre quartier aujourd'hui, si dans votre quartier il y a 2 candidats, si dans votre quartier il y a 3 candidats, les 3 candidats feront le maximum pour se faire élire chacun. Ça, c'est normal. Qu'il y ait cette émulation et cette compétition entre candidats, mais rien de plus normal. Mais maintenant, la Constitution guinéenne dit que le vote est secret. Et donc, ça bat en brèche. C'est vrai que le code électoral, dans le code des collectivités, dans le code électoral, il mentionnait qu'on peut passer par cette méthode. Mais la Constitution prime. Écoutez, nous avons des objectifs fondamentaux et nous avons ces petites querelles formelles. Mais les querelles formelles, elles représentent quoi par rapport à ce qui est fondamental? Ce qui est fondamental, c'est de rendre le pouvoir à qui ça appartient. Et le pouvoir doit appartenir au peuple de Guinée, et on doit laisser libre cours au peuple de Guinée d'exprimer son pouvoir comme il veut et quand il veut. Alors qu'est-ce que vous aurez à proposer pour organiser ces élections au niveau des districts et des quartiers? Au lieu de rejeter, oui, comme ça s'est fait lors des accords, il fallait que, lors des accords, nous disions non. Le défi à relever, c'est que tout le monde vote. Le défi à relever, c'est que tout le monde participe à la vie de la nation, parce que tout le monde est concerné. Nous sommes tous des citoyens, également. Mais à quelle proposition avez-vous à faire, puisque c'est déjà parti? Le vote, c'est qu'on nous dit que c'est 4000 et quelques bureaux de vote qu'il faut mettre en place, avec tout ce qu'il y a comme magistrats. Il y a un manque de moyens aussi, on brandit cela, manque de moyens financiers. Oui, mais écoutez, comment nous on votait? Par alignement, il n'y avait pas assez de... Il y avait moins de moyens financiers, mais il y avait une volonté de faire participer tous les militants du parti, en tout cas à l'époque,
et tous les citoyens guinéens, donc conséquemment, à la vie politique de leur nation. Ils participaient. Les moyens sont en fonction de l'objectif qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut que tous les citoyens participent, mais c'est facile de réfléchir, de se mettre ensemble et de trouver des modalités et d'expliquer clairement aux populations, voilà les modalités de votre vote. Mais quand il n'y a pas la volonté politique, il est évident. Et pourquoi si on ne veut pas la volonté politique? Parce qu'on arrache le pouvoir du peuple et on le conserve. Mais qui? Le système, les détenteurs du système. Qui est le système? C'est vague. Non, ce n'est pas vague. C'est tous ceux qui se donnent la main aujourd'hui. Tous les partis politiques. Donc, si je comprends bien, vous avez le sentiment que, comme beaucoup sont en train de dénoncer qu'il y a un arrangement entre les partis, les deux plus grands, l'UFDG et le RPG en quartier, pour rappeler les quartiers et les districts. Mais bien sûr. C'est ça le système. Mais bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que le drame de la Guinée, c'est que la Guinée, l'État guinéen, a été pris en otage par une catégorie de personnes. Des cadres, des bureaucrates. Et ils ont mis un système en place qui se reproduit, qui n'a pas changé. Mais ils sont tous le fruit du PDGRD. Hein. Quand vous prenez Alpha Condé, c'est vrai qu'il a été condamné ici par Contumace. Le président Serdane Diallo était dans ses studios, il a dit qu'il est le fruit du PDG. Il a étudié en Guinée, c'est là il a acquis tout. Ce sont ces deux. Il y en a qui disent aujourd'hui que c'est le PDG qui continue de gouverner la Guinée depuis pratiquement 1958. Mais vous aussi. Je vous ramène ce que les gens disent. Oui, mais c'est ça. Il y a de la confusion créée volontairement. Cette confusion est créée volontairement. Le PDG est un parti de classe et qui a défini clairement quelle est la classe par rapport à laquelle lui, parti politique, il mène son combat. C'est la classe du peuple, la classe peuple qui a été définie dans la doctrine du parti. Que des gens qui sont dans une classe opposée prennent le pouvoir, gèrent le pouvoir des décennies durantes et continuent à dire « Ah, nous sommes du PDG quelque part », c'est ce qu'ils disent, hein, c'est de l'hypocrisie. Et il faut le dénoncer. Le PDG existe. Alors, si ils sont vraiment PDG, pourquoi ils ont le besoin d'aller créer autre chose alors que le PDG existe? Et le PDG ne refuse pas la contradiction interne. Le débat est interne. Si le débat se fait, ceux qui gagnent sur le plan et doctrinal, et philosophique, et sur le plan politique concret, c'est eux. Donc vous les invitez à rejoindre vos rangs. Vous invitez les gens, les militants, les sympathisants et tout le bureau. Nous invitons le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée. C'est lui qui nous concerne. De considérer qu'il a un acquis politique, qu'il a une formation politique qui ne défend que lui et ses intérêts. Et de se mobiliser au sein de cette formation politique pour qu'il s'exprime de façon libre, digne. Mais la meilleure façon de s'exprimer, c'est les élections. Aux élections, les Guinéens ont voté et n'ont pas voté PDGRDA. C'était la meilleure manière de choisir. Parce que là, on ne peut pas dire à un militant, on t'attache, on t'amène au PDG. Il faut qu'ils choisissent. Et dans les élections qui sont succédées, ils n'ont pas choisi le PDGRDA. Écoutez. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'époque? Vous savez, non, je ne me trompe pas d'époque. Je ne me trompe pas d'époque. Pourquoi ils n'ont pas choisi? Vous ai dit, mais ils n'ont pas choisi parce que simplement, le PDG a subi ce qu'il a subi. Il a perdu le pouvoir de façon brutale. C'est un coup d'État militaire qui a arrêté l'évolution du PDG. Il a été disloqué pendant une décennie. On a interdit en éliminant pratiquement toutes ces structures. Et quand il y a eu la reprise du multipartisme, comme ils l'ont appelé, intégral, il a fallu qu'il y ait des gens qui disent « Ah,
quand même le PDG, c'est le parti qui a fondé cette nation. On ne peut pas reprendre le multipartisme sans que le PDG n'existe. Mais malgré ça, vous savez très bien la bataille médiatique qui a été imposée au PDG. Le mensonge qui a été divulgué partout, jusque dans les écoles, pour préparer toute une génération. Vous disiez tout à l'heure, Azoka, il avait un point de vue vis-à-vis du PDG. Les premières fois que je venais dans ce studio-là, et maintenant, l'attitude de ce jeune frère, n'est plus la même. Cela veut dire qu'il y a du travail, et que nous, en tant que militants et responsables du PDG, nous accomplissons ce travail-là tous les jours. Aujourd'hui, des révélations montrent ce qui est la réalité de notre histoire, et qu'on a voulu occulter. De toutes les façons, la vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous devons assumer notre histoire. Eh bien, nous ce devons... qu'aujourd'hui, attendez. On va marquer une courte pause, on reviendra sur cette affirmation. Nous devons assumer notre histoire. Nous marquons une pause. Nous avons comme invité Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Lisez vos sites de référence partenaires de Œil de Lynx. www.focusguinée.info, www.visionguinée.com, www.guinenews.org, www.guinéinfo.org, www.guinédirect.org. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Avec nous dans Œil de Lynx, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Vous étiez en train de dire aux Guinéens d'assumer leur passé, un passé qui est quand même très très douloureux. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a parlé de réconciliation nationale. Il y a eu ce comité provisoire qui a lancé, qui a sorti son rapport. Alors, des responsables du PDG ont-ils été impliqués dans ce processus de réconciliation nationale? Bon, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que, réconciliation nationale, d'abord il faut savoir qui on réconcilie, comment on réconcilie, par rapport à quel genre de conflit, etc. On ne peut pas comparer la situation guinéenne à la situation au Rwanda, on ne peut pas la comparer à la situation en Côte d'Ivoire, encore moins à la situation en Afrique du Sud. Il n'y a jamais eu de conflit ouvert entre communautés guinéennes. Donc, de réconciliation, en fait, nous avons toujours besoin de réconciliation, d'être ensemble, de vivre ensemble. Mais faire de cela un épouvantail pour ne pas parler des problèmes réels de la société guinéenne, ça, nous ne l'acceptons pas. Un. Deuxièmement, en ce qui concerne les drames, puisqu'il y a eu des drames dans l'histoire de la Guinée, mais cela, toutes les nations se bâtissent comme ceci. Il y a des périodes extrêmement difficiles et il faut pouvoir les assumer. Et nous devons tous les assumer. La réalité, c'est quoi? C'est que le leadership guinéen, aujourd'hui, doit se mettre au-dessus de beaucoup de considérations pour faire la convergence des Guinéens, pour assumer son histoire entièrement. Quand j'entends, par exemple, récemment que les membres du PUP se sont révoltés parce que ils ont été, ou leur gestion a été traitée d'une certaine manière parce que, par le président de la République. Et il a magnifié feu votre papa et il a dégradé feu le général Lansana Conté. Voilà, alors donc de toutes les façons, feu le général Lansana Conté ou le PUP ou la gestion du PUP, ça a été le cas puisque le président Ahmed Sékou Touré, la gestion du PDG a été dégradée avant. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas continuer à opposer les Guinéens. On ne doit pas continuer à opposer les Guinéens. Le leadership doit être au-dessus, doit confédérer, réunir
essayer de faire une convergence de toutes les forces positives de la nation. Parce qu'elles existent partout. On dit le régime du PDG. Le régime du PDG, Dieu merci, aujourd'hui, avec le recul du temps, on voit très bien ce que le PDG a bâti, la nation, puisque si jusqu'à présent on n'a pas cassé la baraque comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire et ailleurs, en Sierra Leone, au Libéria, partout autour de nous, c'est parce que justement un travail sérieux de construction nationale a été entrepris par le PDG. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Sans compter le reste. On parlait tout à l'heure d'Air Guinée qui nous amenait partout. Aujourd'hui, il faut aller par la route. Et quelle route? Plus de 35 unités industrielles réparties dans le pays entièrement. Ça, c'est le produit du PDG. C'est ça que le président Alpha Condé a voulu présenter aux Chinois. Et bon, puisque c'était l'auditoire, les Chinois, c'est les amis du PDG, en tout cas... Il fallait incenser le PDG. Donc, je ne sais pas quelles sont les motivations, oui, mais ça a été une bonne chose. Mais de là à dégrader systématiquement les autres, qui ont aussi participé, donc prenons ce qui est positif de tout le monde. Aujourd'hui, le leadership de notre nation doit pouvoir tirer ce qui est positif de toute l'histoire et rejeter ce qui est négatif et comme ça, ensemble, regrouper tout le monde et faire de la nation guinéenne ce qu'elle doit être, le produit de son histoire authentique. Mais le président Alpha Condé, vous le disiez tout de suite, vous parliez d'un système, et ce système, ce qui apparaît, c'est que c'est une fusion, c'est une montée vers le bipartisme, c'est-à-dire que les deux partis majoritaires de la Guinée, qui sont le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, vont certainement occuper les quartiers, les districts et tout. Mais ça aussi, c'est un acquis, parce que sous feu votre papa, c'était le parti unique, Azoka le disait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, il y a pas une avancée dans ce cas? Bon, franchement, non. Bipartisme, possible. Ce n'est pas une mauvaise chose que de réduire les jeux politiques à 2, maximum 3 partis. C'est même une bonne chose. Et les résolutions du 14e congrès du PDG l'ont dit clairement. Mais ces partis, ils doivent être définis par rapport à quoi? Par rapport à l'ethnie? Par rapport à la région? Vous savez très bien, et si on ne le dit pas, c'est qu'on ment, que les partis en place aujourd'hui sont des partis communautaristes, ethniques. C'est les partis des Malinqués d'un côté et le parti des Peuls de l'autre côté. Alors moi je suis Koniagui, placez-moi. Donc, moi je ne suis pas contre le fait qu'on s'organise. Je ne suis pas contre qu'on réduise les 164 partis. Ça sert à quoi dans un pays qui n'a même pas 15 millions d'habitants? Mais sur la base des convergences idéologiques, sur la base de ce que nous croyons sincèrement. Et comment y arriver alors? Comment arriver à un bipartisme coloré, qui ne soit pas un bipartisme, que vous le dites? Je ne parle pas de bipartisme. Je dis réduire les partis politiques à un certain nombre. Que ça soit bipartisme, d'accord. Que ça soit plus de 2 partis, tout est possible. Il peut y avoir 2, 3, 4 partis, je ne sais pas. Mais il faut que cela se fasse sur la base des convictions idéologiques, sur la base de ce que nous pensons comme programme effectif pour la nation. Et non sur la base de l'ethnie, parce que l'ethnie est majoritaire, ou on croit que l'ethnie est majoritaire. Avec nous dans Idelens, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Nous partons avec les SMS. Nous voulons un débat avec M. Touré. En 1984, il restait combien d'usines fonctionnelles? Qui était ministre pendant le plan triennal? Les enfants de Dr Taran. Il dit, ils veulent un débat avec vous. En 84, il demande, il restait combien d'usines fonctionnelles? Qui était ministre pendant le plan triennal?
Voilà, c'est les enfants de Dr Taran, c'est les SMS. Qui me pose la question. Bon, moi, je ne sais pas qui était ministre de quoi au plan triennal. Ministre du plan, ministre de... Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les détails maintenant pour vous dire exactement qui est. Le gouvernement était, il y avait plusieurs ministres, et dont certainement Taran, qui était un cadre du Parti démocratique de Guinée, et pas des moindres d'ailleurs. Donc, combien d'usines fonctionnelles il restait? Mais il en restait plein. Il y avait l'usine de Gari. Moi, en 88, quand je sortais de prison, on m'a envoyé à Farana, et j'ai assisté au démantèlement de l'usine de Gari. Il y a l'usine textile de Sanoya ici, qui était flambant neuf, qui avait été refaite, et qui n'a jamais ouvert ses portes. L'usine de tabac et allumettes était là, qui fonctionnait, qui a été après bradée, etc. Toutes les usines. Sogirep était là, il y avait Sipeco, il y avait autant d'usines et réparties. Il y avait les scieries des Erekoré, il y avait l'usine de Kenkina de Massanta, il y avait l'usine de thé de Massanta, il y avait l'usine de pâtes dentifrice et du parfumerie de Labé, il y avait l'usine qui traitait le miel là-bas à Labé, à Mamou il y avait l'usine des petits outillages agricoles, charrues, herse, hou, daba, etc., etc. C'était une pléthore d'unités industrielles et qui étaient réparties sur tout le pays en fonction des besoins étudiés. On ne faisait pas une usine à Farana parce que le président de la République était né à Farana. On ne faisait pas une usine à Labé parce que, je ne sais pas, on préférait Labé parce qu'on est de Labé. Mais parce que les conditions de Labé permettaient l'éclosion de cette production là-bas, et donc on renforçait les capacités, etc., etc. Et c'était donc sur la base de ces plans de développement, triennal ça a été le premier, ensuite il y a eu un septennal, et il y a eu 2 quinquennaux qui se sont suivis. Mais c'était une planification rigoureuse, qui permettait j'ai rencontré à Cancan un camarade à moi, promotionnaire, qui était à un thé. Il me dit, mon ami, moi je suis réduit à faire du thé. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, moi quand j'allais à l'école, on m'a spécialisé dans la culture du coton. Maintenant il n'y a pas de coton. Et maintenant, cette filière-là a été massacrée. Je ne sais faire que ça. Parce que quand je suis revenu, c'est à ça que je me suis consacré. J'attends que la filière coton se reprenne pour que je puisse produire et pour que je puisse mettre mes capacités en valeur. Mais ce qui veut dire qu'avant l'usine Symphonia, des étudiants avaient été pris, envoyés pour être formés pour faire le coton et toute la filière du coton jusqu'au textile de Sanoya était déjà prise en compte par une programmation rigoureuse et une formation de cadres qui correspondait à cela. C'est cela le développement. Et c'est cela la voie du PDG. Et c'est cela qu'aujourd'hui encore, le PDG propose. Votre intervention m'inspire la question, comment appréciez-vous aujourd'hui l'éducation nationale? On a vu ces orientations de ces jeunes bacheliers qui continuent à protester parce qu'ils disent qu'on les a envoyés dans des filières où ils ne devraient pas y être. Vous savez, nous le vivons. Nous vivons ce que nous vivons. En 84, quand le PDG est tombé, par un coup de force, je reviens là-dessus, ce n'est pas les populations qui ont demandé à ce que le régime change. Ça a été un violent coup de force. Avec conséquence... On avait quand même chanté, dansé, dans les rues de toute la Guinée. On chante, danse, je sais, j'ai été arrêté. Mais du 4 au 7, j'étais à Conakry. Je sais quels sont ceux qui ont chanté et quels sont ceux qui ont dansé. Je les voyais, j'étais là. C'est facile, vous êtes la presse. Les jeux de caméra, ça se fait. C'est une réalité. Le fait est que, dès que cette réalité nouvelle s'est créée, la première réforme à laquelle nous avons assisté,
de façon précipitée, ça a été les états généraux de l'éducation. Pourquoi? Parce que pour parler de développement, il faut que l'esprit soit vers le développement. Et puisque l'école guinéenne formait justement des cadres guinéens, des citoyens guinéens au développement, il fallait transformer ça. Et ça a été transformé fondamentalement. Ça a été transformé, les programmes ont été complètement modifiés. Et évidemment, on a eu la conséquence qu'on a eue. Alors si aujourd'hui on se plaint, c'est une réalité. Mais c'est une conséquence d'une politique qui vient de loin. Un démantèlement de tout ce qui a été mis en place par le PDG et qui a été fait pour préserver la dignité du peuple de Guinée, pour assurer son indépendance totale et sa souveraineté absolue. Alors, sur Facebook, Moussa Touré, monsieur le président, je vous écoute, mais j'ai l'impression que entre vous et le président Alpha Condé, de Torchon, tout ne va pas pour le mieux parce que vous avez complètement changé de fusil d'épaule. Alors ma question est la suivante. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en contact avec le président Alpha Condé? Deux, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a encore de la considération pour le PDG RDA comme il le dit? Trois, ou bien vous pensez que il se sert du PDG RDA pour assouvir des besoins personnels? Je ne suis pas le président Alpha Condé, je ne peux pas juger de ce qu'il pense et de ce qu'il ne pense pas. Ce que je suis, c'est le secrétaire général du PDG et je parle en tant que tel. Et en tant que secrétaire général du PDG, je vous le dis et je vous le répète, je suis en adéquation, je cherche sérieusement, tout le temps, avec beaucoup de discipline, à être en adéquation totale avec mon peuple. Avec mon peuple. Pas avec un président de la République. Non, pas avec un président de la République, pas avec un régime, pas avec le régime que je défends, c'est le régime du peuple de Guinée. Et je considère que le régime du PDG RDA, c'était le régime du peuple de Guinée. Et c'est vers ce régime, la reconstitution d'un régime pareil, que je me bats politiquement. Et que je demande à mes concitoyens de venir et de participer avec moi, parce que, en définitive, et avec le recul du temps, on se rend bien compte que c'est la solution. Oui, mais est-ce que la première question, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous avez des moments d'échange avec le président Condé? Quand est-ce que vous êtes parlé pour la dernière fois? Je ne suis pas dans les couloirs du palais. Je ne suis pas dans les couloirs du palais. J'ai des relations, les partis politiques ont des relations. Le PDG a des relations avec le RPG, comme le PDG a des relations avec tous les partis guinéens, parce que je vous ai dit que notre conception du leadership national aujourd'hui, ce n'est pas une conception qui mettrait les gens dos à dos, mais plutôt une conception qui tendrait à faire la convergence de toutes les forces positives de la nation. Avec nous dans direct Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Monsieur Elhadj Boubacar Teruel Danko 5 dit que vous avez beaucoup parlé des mensonges que font les hommes politiques, mais selon vous, est-ce qu'il est possible de faire la politique sans mentir ou faire des fausses promesses, ou bien vous êtes tout simplement en train de faire de la récupération politique pour votre parti? Non, je ne fais pas de récupération politique. Si ça peut avoir des conséquences de récupération politique, c'est tant mieux. Je cherche à avoir tout le monde. On est en politique. C'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre, absolument. Mais ce que je dis est une vérité. On n'a pas besoin de mentir pour faire de la politique. On a besoin de dire la vérité. Les gens sont de bonne foi. Les gens sont de bonne foi et il faut mettre leur bonne foi à épreuve. Mais pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de mentir? Promettre ce qui ne peut pas être. On le sait. Ça sert à quoi? Ça sert à élever le niveau d'espérance des populations et de les décevoir 3 mois, 4 mois, 6 mois après, 1 an après, et à terme, qu'est-ce que ça fait? Ça crée plus de problèmes que ça ne résout. Il faut que nous disions, que nous considérions que le peuple de Guinée est un peuple majeur. Que nous considérions que le peuple de Guinée n'est pas un peuple qu'on minimise et qu'on manipule à guise. Que le peuple de Guinée doit participer lui-même et de façon consciente et cohérente
à son édification, à son développement, et qu'il est capable de le faire, puisque l'histoire prouve qu'il l'a fait et qu'il a été capable de le faire. Dans ces conditions, si le leader politique se met dans cette prédisposition, mais pas dans la prédisposition de dire « Ah, je suis plus intelligent que tel groupe, donc je vais les jouer cette fois-ci, et après je vais jouer tel autre groupe, et après, simplement pour garder ma position de chef », mais ça amène quoi? Ça amène le chaos et le désordre dans lequel nous sommes. Eh bien, il y a en tout cas cet SMS il insiste, les enfants de Dr Taran reviennent, il insiste parce que c'est notre raison aussi de rappeler tout ce que disent nos auditeurs. Ils veulent un débat avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi les détenus ont été tués par diète et sans jugement? Et puis il y a un autre SMS qui revient, qui dit que c'est Barry III qui avait créé toutes ces usines et qui a fini sur une corde. Voilà, ça revient, hein, ce débat. Oui, écoutez. Est-ce que vous êtes prêts à faire le débat avec les enfants de Dr Taran? Écoutez, je crois que le débat, il se fait sur le plan national. Aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations qui se font par des cadres du parti qui étaient actifs à l'époque. Mohamed Touré est secrétaire général du Parti démocratique de Guinée et conséquemment, Mohamed Touré assume entièrement l'héritage du Parti démocratique de Guinée. Mais que mes frères, les enfants de Taran, comprennent que en 70 ou en 71, Mohamed Touré, avec eux, n'était pas directement et personnellement lié à la gestion de la chose. Qu'il y ait eu des choses qui se soient passées. On va vers les adultes, qu'ils nous disent exactement. Il y en a qui font des révélations aujourd'hui. On se rend compte que dans le leadership même du PDG, il y avait des gens qui se faisaient des coups. Mais ça se dit aujourd'hui. Il faut l'assumer, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Et se donner la main pour bâtir notre nation, pour que nos enfants, à nous, et les enfants de mes frères, les enfants de Taran, n'aient pas à gérer toute cette haine qui a été entretenue. Parce que c'est l'histoire de notre nation. C'est l'histoire de notre nation. Barry III ait participé à faire des usines. On ne peut pas dire que c'est Barry III seul. Il y en a eu. Mais qu'il ait fini à la corde, c'est vrai. Vous croyez que, personnellement, à Mohamed Touré, ça peut faire plaisir? En quoi est-ce que je vais me réjouir de ça? C'est de la peine. La souffrance des autres, je l'ai subie. En 84, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fait systématiquement la même chose. Ils ont massacré, moi, mes parents, en prison. J'ai la peine que eux, ils ont. Mais c'est l'histoire de la nation. Elle n'est pas individuelle. Elle n'est pas l'histoire de Mohamed Touré, elle n'est pas l'histoire des enfants de Taran. Mais nous pouvons ensemble faire en sorte que cette histoire soit bénéfique pour nos enfants. Est-ce que vous êtes prêts à les rencontrer quand même, vous discuter sans parler de... Bon, peut-être parce que le débat... Bien sûr, je les considère tous comme des frères. Cette dimension humaine, je veux la garder et la cultiver, personnellement. Mais ça, c'est au niveau personnel. Je suis secrétaire général du PDG, j'assume ces fonctions-là aussi. Il n'y a aucun problème, et je n'ai aucune contradiction. Et je l'ai dit avant, et je le répète aujourd'hui. Dès que cela sera prouvé que le PDG ou que le président Ahmed Sékou Touré, puisque je suis quand même le fils de celui-là, a personnellement fait du tort à quelqu'un, quel qu'il soit, je suis prêt à endosser et à présenter toutes les excuses qui se doivent, parce que cela ne peut que moi me grandir. Je n'ai pas le problème.
Aucun. Je veux simplement qu'on cesse de nous utiliser les uns contre les autres, alors que c'est nous qui devons faire cette nation-là, comme nos parents ont tenté de le faire. Il faut que, quelque part, nous comprenions que ces petits jeux mesquins-là, que d'autres déterminent pour nous, ne sont pas bons pour nous. Ils nous étouffent. La haine cultivée tout le temps. Il faut qu'on sorte de ça, qu'on évolue. J'ai dit tout à l'heure convergence. C'est pour ça quand on critique le président Lansana Conté, mais je ne veux pas faire partie de ceux qui critiquent le président Lansana Conté. Ça c'est fait, c'est notre histoire, on assume et on avance. Lansana Conté n'a pas fait que du tort. Ce qu'il a fait de positif, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui. Et ça, l'accumulation du positif ne peut donner que du positif. Donc allons ensemble fièrement et dignement, reconnaissons ce que tout le monde a fait. C'est vrai, Paris 3, c'est un cadre. Il a fait les choses pour la nation guinéenne. Qui a le droit de dire non à ça? Qui? Tarang, je viens de le dire, c'était l'un des meilleurs cadres du parti. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Si à un moment ou à un autre, il y a eu ces questions-là, on peut les étudier. Il y a des gens, des vivants, des témoins vivants encore qui peuvent le faire. Nous avons été pris en otage. Quand j'ai dit que nous avons été pris en otage, la nation guinéenne a été prise en otage. Même comment on appelle ça, les archives. Les archives étaient bien tenues. À Boiro, là-bas. Peut-être que si les gens qui nous ont pris en otage n'avaient pas pris les archives et les avaient détruites, on aurait su exactement, aujourd'hui, exactement comment ça s'est passé. Les archives du bureau du président de la République ont été prises par certains. Par qui? Vous avez une idée de il y a une commission qui a été prise, qui a été constituée par, il se semble, le général Fassiné Touré. Il y avait des personnes... Aujourd'hui, on voit que le PDG, en tout cas certains militants du PDG, tirent à boulet rouge sur le général Fassiné. On a oui, il y avait de toutes les façons, vous savez... du doyen et c'est normal. Ce que lui, il le fasse, c'est normal. Je ne suis pas dans ce combat-là. Je suis dans un combat d'avenir. Et j'appelle mes frères, les enfants de Tarang, de venir. Leur père a été certainement un cadre émérite du PDG. Il y a eu ce qu'il y a eu, c'est dommage, mais revenons à nous, revenons à notre nation, revenons à notre être et essayons de léguer à nos enfants un héritage de paix, de sérénité, pour que eux, ils continuent à porter haut le travail que nos parents ont commencé. Avec nous dans Edelinx, Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. Sur Facebook, peut-être une dernière question. Oui, Kouyaté Mamoudou, qui s'adresse à vous. Est-ce que aujourd'hui, on peut faire un inventaire des biens que votre papa a laissé? Il s'est dit vous avez une cité entière au Maroc, que vous avez des entreprises aux États-Unis d'Amérique qui font que vous avez beaucoup d'argent dans des fonds suisses. Est-ce que vous confirmez ça, Monsieur Mohamed Touré? Peut-être pour compléter, il y a cette question sur la villa, la case Bellevue. Est-ce qu'elle est une propriété privée de Feu Sékou ou un patrimoine de l'État? Voilà. En tout état de cause, je dirais au camarade, au Monsieur Kouyaté, que si dans le contexte d'aujourd'hui, politique d'aujourd'hui, si j'avais les moyens qu'on me donne aujourd'hui, qu'est-ce qui m'aurait arrêté? Puisque c'est l'argent qui détermine tout aujourd'hui dans notre pays, malheureusement. C'est d'ailleurs quelque chose que nous devons fondamentalement changer, parce que il y a des valeurs humaines au-dessus de l'argent. Mais si aujourd'hui j'étais aussi riche qu'il l'est dit, mais ma foi, je n'aurais pas été ici en train de demander au peuple de Guinée de soutenir le PDG dans son action politique pour reprendre le pouvoir, pour que le peuple de Guinée reprenne le pouvoir en Guinée. Non. Ceci dit, les biens du président Ahmed Sékou Touré, parce qu'on veut présenter le président Ahmed Sékou Touré comme quelqu'un qui, alors que le système n'était pas contre la propriété privée, bien s'en faut, loin s'en faut. Tous les ministres, avaient
leur petite propriété, mais qui n'était pas différente, totalement différente des autres militants ou des autres citoyens. On donnait l'opportunité à tout le monde d'avoir quelque chose à soi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des familles des ministres là vivent dans leurs annexes quand leur résidence principale leur sert de revenus. Mais c'est la même chose pour le président. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ces biens ne sont pas rendus. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas rendus. Et c'est le lieu de le dire. L'État guinéen, depuis 1984, utilise abusivement les biens du président Ahmed Sékou Touré et conséquemment les biens de ses ayants droit. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Mais nous avons porté plainte, nous avons demandé à ce que ça soit restitué. Ça a été fait sur une liste de biens saisis et tous les biens saisis de cette liste ont été rendus à tous les autres. Pendant Sékou aussi, il y a eu des biens saisis de personnes, de détenus, et beaucoup d'autres. Mais bien sûr. Et c'est pour ça. Ils ont récupéré, la plupart du temps, ils ont récupéré leurs biens. Et les biens saisis de l'époque et les biens saisis de 84, est-ce que c'était les mêmes motivations? Est-ce que c'était les mêmes raisons? Là, ça ne se discute même pas. La réalité, c'est que les biens saisis en 84 ont été restitués par loi et par décret du président Lansana Conté. Alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, seulement les propriétés du président Ahmed Sékou Touré et celles singulières de Mohamed Touré sont confisquées? Qu'est-ce que vous avez Mais moi, je vivais dans une maison en ville, à la gare, à Kaloum. C'est ma maison, c'est personnel. Qu'est-ce qui empêche les autorités? C'est pas parce qu'on n'a pas demandé. On a demandé. On a même été en justice. Il y a eu recours en justice. Dans le cas personnel. J'ai une propriété qui est là. C'est ma propriété. À Bonfi. J'ai été en justice. Parce que il faut avoir un précédent quelque part. Le TPI de Conakry 2 a pris une mesure en ma faveur. La décision donc a été prise pour restituer, d'abord statuer. Aujourd'hui on ne statue même pas que ça nous appartient. C'est-à-dire le droit de propriété ne nous est même pas reconnu. Mais Sékou Touré, il a fait tant de mal pour que cette haine... Nous ne voulons pas scandaliser. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de réparation. Nous sommes dans la logique d'amendement. Nous sommes dans la logique de cohésion. Mais on ne peut pas continuer à être abusé toute sa vie sur de l'injustice et de l'arbitraire. Donc j'ai été au TPI de Conakry 2 et j'ai eu raison. Là, la cour d'appel, pas la cour d'appel, mais celui qui fait les jugements pour l'État, l'agent judiciaire de l'État a interjecté appel. L'appel on va en cour d'appel. La cour d'appel aussi statue et me donne encore raison. Écoutez bien, hein. Ça c'était encore sous le régime du général Lansana Conté. Alors quand on me donne raison, la cour d'appel, je garde ma décision. Puisque je sais qu'il y a une période de prescription. Et que quand la période de prescription est passée, la décision, elle devient... On ne peut plus la remettre en cause. J'attends donc que cette période de prescription passe et je réclame mon bien. Tenez-vous bien, ce n'était plus Lansana Conté qui était là, c'était le président Alpha Condé. Je demande donc à ce que la gendarmerie débarrasse les lieux pour que j'occupe ma propriété. Et la gendarmerie me dit, nous, notre fonction, c'est d'exécuter les actes de justice. Donc vous avez un acte de justice en bonne et due forme. Nous allons donc exécuter. Et c'est le lendemain que les gendarmes me disent,
semble que d'en haut, quelque part, il nous a interdit d'exécuter l'acte de justice. C'est pour vous dire. Ça ne s'est pas tombé à un moment où le gouverneur Sorel avait lancé récupéré ce puits, on avait interdit. Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Interdit quoi? Et pour voir qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous appartient, ça vous appartient. Oui. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas. C'est aussi simple. Et selon vous, qui a mis pied dessus? Ah, mais moi, je sais pas. J'ai été voir les plus hautes autorités de la gendarmerie pour leur demander de m'aider afin que je récupère ce qui est de droit ma propriété. Ils se sont mis à ma disposition un moment. Le lendemain, ils n'ont plus pu se mettre à ma disposition. Allez chercher qui a dit. Avec nous dans Edelinx, cette émission tire vers sa fin. Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. Monsieur Touré, le message que vous avez à livrer à nos auditeurs. Bon, je dirais simplement aux auditeurs, enfin, je dirais par votre radio au peuple de Guinée, de prendre son histoire entière et de l'assumer. Et de voir qu'il y a eu des succès éclatants. Et Amadou Djoulde, je suis très heureux que sur le plan du football, quand je rentrais dans votre studio, Amadou Djoulde Diallo, qui est un congénère à moi, promotionnaire d'école, était en train de nous dire comment est-ce que nous avons pu avoir ces succès-là. Mais ces succès, ils n'étaient pas que sur le plan du football, ils étaient sur le plan de la culture, ils étaient sur le plan de la science, de la technique, de la technologie, ils étaient sur le plan politique. Une organisation politique parfaite qui faisait que tous les citoyens guinéens participaient à la vie du pays. Tout le monde. Et également. Et que ça, c'est un patrimoine. Et que le PDG, n'en déplaise à ceux qui disent qu'ils sont PDG sans être PDG, parce qu'il n'y a rien de tel. Moi, je suis d'accord qu'on soit autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire, je suis autre chose, mais je suis aussi PDG. Ça ne peut pas. Ou on est, ou on ne l'est pas. Alors, dans ces conditions, je demande au peuple de Guinée de comprendre que ce PDG-là, fondamentalement existe. Et il existe, c'est vrai, en chacun de nous. Il faut faire le pas entre le sympathisant et le militant actif. Parce que l'histoire nous interpelle. Il faut qu'on comprenne que nous allons vers des défis. Et que les défis aujourd'hui, c'est de laisser une nation gérable aux futures générations. Une nation dépouillée de haine. C'est ce que je disais tantôt. Pourquoi est-ce qu'on veut nécessairement opposer tout le monde à tout le monde? Donc il faut qu'on sorte de ça et nous disons que le PDG, pour nous et pour beaucoup de Guinéens, c'est la conduite pour sortir de cette ornière-là, et ceux qui veulent l'assumer, l'assumeront avec nous, et nous restons convaincus et très confiants en l'avenir. Eh bien, au peuple de Guinée d'assumer son histoire et de prendre les actes positifs en compte de cette évolution historique. La Guinée est un patrimoine à préserver. Le PDG RDA restera donc une force politique qu'il faudra suivre, un parti du peuple qui permettra à la Guinée de sortir de l'ornière. Voilà ce que dit Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA, que nous avons reçu ce matin dans Edelinx. La technique a été assurée par Fatmata Laila Bari et Mamadou Kone. Réalisation Diarra Diallo ici à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci. Bon site de programme sur Lynx FM. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison, mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'arc-en-ciel parce que l'arc-en-ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là et sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds
ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. Vous êtes une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur l'affaire publique? Je m'en fous de ce que Reporters sans frontières, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la Guinée. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu Azokaba, au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx.